Nous sommes bien d'accord. Chez le chien de compagnie, l'action de mordre doit être inhibée. C'est-à-dire que le chien doit être rendu psychologiquement comme incapable de mordre. Nous allons passer en revue aujourd'hui certaines théories de l'inhibition que nous discuterons dans de prochains entretiens. L'inhibition, retenez-le bien, n'est pas naturelle, elle n'est pas de naissance, elle est toujours acquise. Je l'ai dit, certains spécialistes ne recommandent pas seulement de se laisser mordiller. Ils affirment que ne pas le faire serait une erreur fondamentale qui conduirait à des morsures inévitables. Écoutons leur raisonnement toujours intéressant. L'inhibition soit, mais comment se met-elle en place? Le chien mordu, quand il est bébé, par ses frères et sœurs, pleurniche. Et ce comportement, il l'adopte de naissance. C'est un comportement inné. Mais pourquoi ce comportement s'est développé? Autrement dit, quelle est la fonction de ces gémissements? On nous l'explique. Les gémissements stimulent chez l'agresseur un sentiment de pitié, un sentiment d'empathie. Et comme les gémissements créent ce sentiment d'empathie, l'agresseur lâche prise. Ainsi, les chiots prennent conscience de l'intensité qu'ils donnent à leur morsure. Peu de serrage, on est dans le cadre du jeu, que l'on partage avec des camarades. Un serrage un peu plus fort, c'est gênement, plainte, fin du jeu. Le chiot détesterait à ce point les gémissements de ses frères que peu à peu, sa capacité de les mordre, correspondant au seuil de la douleur, s'émousserait et s'inhibe. Ce contrôle de la morsure, le chien sait désormais le conduire avec les membres de son espèce. Il lui reste à faire le même apprentissage, d'après certains spécialistes, pour les représentants de la nôtre. Il est donc indispensable, selon eux, que le chiot joue à mordiller les doigts et les mains des membres de sa famille. Tant qu'il ne sert pas, il est urgent de le laisser faire. Mais s'il vient à vous faire mal, il ne faut surtout pas se défendre. Il faut par contre se mettre à pleurnicher, à se plaindre, à faire comprendre que l'on souffre. Bien entendu, cette souffrance, ces pleurnicheries que vous montrez, vont finir par ébranler le petit bourreau, et l'inhibition par se mettre en place, c'est une question de patience. On comprend bien que sans cet apprentissage indispensable, aucun chien ne sera jamais capable de contrôler la force de serrage, et sa capacité de mordre réellement ne sera donc pas inhibée. Si quelques jours, dans une situation exceptionnelle, une grande douleur ou une peur violente, le chien vient à mordre, il le fera sans savoir contrôler sa force, et le conducteur négligent et imprévoyant ne pourra s'en prendre qu'à soi-même. Donc je reprends la thèse des partisans de se laisser mordiller, c'est qu'en se laissant mordiller, le chien va apprendre à contrôler sa force, et en ne se défendant pas mais en pleurnichant, on va user du sentiment d'empathie du chien pour que le chien apprenne à ne pas mordiller trop fort et surtout à ne pas mordre. Discutons. À ce point de mon exposé, je dois vous faire l'aveu de ma très grande perplexité. Comment des esprits, par ailleurs brillants, et dont certains ont en outre reçu une formation scientifique, de médecine vétérinaire par exemple, comment peuvent-ils présenter comme certaines des assertions, des affirmations, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont au moins discutables? Mon opinion personnelle est que c'est beaucoup une question de conformisme intellectuel. On ne veut pas contredire certaines idées, les idées à la mode, les idées que je qualifierais désormais de hautes, au prétexte qu'elles nous viennent en particulier d'outre-Manche, des Anglais ou des Américains.
Peur aussi des réactions de la nouvelle religion de l'éducation positive. Personnellement, je suis à l'écart de ce genre d'inquiétude et le plus paisiblement du monde, je vais vous proposer une analyse critique des paragraphes précédents.